Alors, bonjour à tous. Donc, il y a quelques années, j'étais ici, à l'INSA, en effet. Et l'année dernière, je suis partie en Birmanie. Vous le connaissez peut-être, ce pays aussi sous le nom de Myanmar. Alors, je suis partie en Birmanie et je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre. Alors, pour vous mettre dans le contexte, la Birmanie, c'est un pays d'Asie Sud-Est qui s'est ouvert il y a peu. J'étais à la capitale culturelle, Yangon. J'ai passé plusieurs journées. Et dès qu'on sort de la ville, on voit qu'il y a énormément de champs. Des champs qui sont plutôt secs. Et surtout, quand ce n'est pas la période des moussons, vraiment, vous voyez la terre très asséchée. Alors pour ça, vous avez des fermiers qui ont porté d'énormes arrosoirs pour pouvoir arroser ces terres. Ils font donc des allers-retours entre le puits et les champs pour pouvoir arroser ces terres. Imaginez qu'en l'espace d'une journée, ils portent de 6 à 10 tonnes d'eau, soit plus d'une centaine d'allers-retours dans la journée. Donc vous comprenez bien, cette technique est plutôt lente et surtout inefficace. Et c'est là que justement, j'ai rencontré Debbie Ongdin. Alors Debbie Ongdin, c'est la cofondatrice d'une entreprise sociale. Et en fait, Debbie, elle avait un seul objectif, c'était aider les fermiers birmans. Et en 2004, son entreprise a créé la Red Rhino. Alors la Red Rhino, c'est une pompe qu'on utilise avec les jambes. C'est un peu comme les steppers qu'il y avait dans les années 80. Et en fait, grâce à ce type de pompe, en 20 minutes, on fait l'équivalent de 2 heures de travail avec la méthode traditionnelle. Donc c'est sympa, vous baladez dans les champs et vous voyez des fermiers en train de faire leur gym du matin et qui permettent ainsi de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont plus besoin de travailler dans les champs. Alors, du coup, c'est un produit qui est ludique, un produit qui est efficace et surtout un produit qui est accessible à la plupart des fermiers birmans. C'est un bel exemple de ce que j'appelle de l'ingénierie positive. Alors, je m'appelle Isabelle Huynh et depuis 2 ans, je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui utilisent la technologie pour améliorer la vie des autres. Ça va être des ingénieurs comme Daniel Salamanca qui va utiliser des drones pour envoyer des médicaments dans les zones reculées de Colombie. Ou alors des entrepreneurs comme Kong Have qui a développé une brique facilement emboîtable qui utilise le sol des rizières et qui permet d'avoir une brique qui est environnementale et surtout qui permet de rendre le logement accessible au plus grand nombre. C'est donc des acteurs du changement qui ont décidé de faire de l'ingénierie positive. Alors, avant de parler d'ingénierie positive, on va parler d'ingénierie. L'ingénierie, si on regarde la définition, c'est la conception et la réalisation d'un projet industriel. En d'autres termes, c'est notre capacité de transformer de la matière pour lui donner une fonction. Cette fonction, ça peut être soit des pompes à pédales, soit envoyer des voitures en orbite. Alors, comme on n'a pas forcément tous envie d'envoyer des voitures en orbite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors c'est pour ça maintenant que j'ai envie de vous parler d'ingénierie positive. Et pourquoi j'en suis venue là? Parce que moi-même, je suis ingénieur mécanique et j'ai passé plusieurs années dans l'industrie. Et durant ces années, j'ai pu faire 3 constats. Le premier, c'est que nos entreprises sont en quête d'innovation. S'il y a une chose qui est constante dans le monde, c'est que le monde est en changement. Il est en changement et surtout, il change de plus en plus vite. Par exemple, les nouvelles technologies. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, on est déjà dans la 4e révolution industrielle. On était en train de s'adapter à la 3e, qui était avec l'automatisation, Internet. Et maintenant, on va parler de data, on va parler de machine learning, on va parler d'intelligence artificielle. Plein de nouveaux changements auxquels les entreprises font en sorte
de s'adapter pour pouvoir les maîtriser. Et du coup, innovation est un peu devenu synonyme de maîtriser les dernières inventions techniques. Mais l'innovation, c'est pas ça. L'innovation, c'est trouver une solution pour répondre à un besoin. Et nos besoins changent aussi. Par exemple, il y a 10 ans, nous étions 6,5 milliards d'habitants sur cette planète. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards d'habitants. En 10 ans, près de 1 milliard d'habitants en plus. Vous imaginez bien, cela change nos besoins, cela change nos modes de consommation. Et ça, c'est un des changements parmi les nombreux changements qu'il y a actuellement. Donc voilà, premier constat, les entreprises changent pour s'adapter aux besoins de notre monde qui change très rapidement. Le deuxième point, c'est que les employés quittent les entreprises. Avant, surtout quand on était ingénieur, on rentrait dans un grand groupe et on y restait pour toute sa carrière. Aujourd'hui, les employés sont plus mobiles et surtout, les employés sont en quête de sens. Génération Cobaye a fait une enquête l'année dernière qui montrait que 79% des 18-35 ans voulaient un emploi qui soit aligné avec leurs valeurs et que pour eux, c'était primordial. Donc des jeunes qui n'hésitent plus à sortir du cadre, à ne plus être cadres, mais pas que des jeunes, même des personnes plus âgées. Je rencontre et je reçois des messages d'ingénieurs qui ont 40, 50, 60 ans. Des personnes souvent haut placées, qui ont des postes à responsabilité, et pourtant se disent qu'ils ont envie de changer de métier, se disent qu'ils sont en quête de sens. Et je parlais avec un directeur dans le bâtiment qui me disait « Le problème, c'est que ce ne sont pas les mauvais qui partent. Au contraire, c'est des gens qui ont un regard critique, des gens qui sont passionnés, des personnes qui sont entières. Alors comment est-ce qu'on fait pour retenir ces talents? Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser leur énergie? Après, le troisième point, c'est que nous sommes face à des urgences sociales et environnementales. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet, on ne peut plus dire on ne savait pas. On voit l'apparition des consommateurs. Les consommateurs, c'est des consommateurs qui ont décidé d'être acteurs de leur consommation et de n'acheter des produits qu'à des entreprises qu'ils considèrent éthiques. Edelman a sorti une étude qui montrait que 80% des personnes pensent qu'une entreprise peut lier intérêt économique et impact positif pour la société. Alors on parle des consommateurs, mais même les investisseurs sont en train de changer. Je ne sais pas si vous connaissez BlackRock. BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement mondial. Ils ont des parts significatives dans près de 18 entreprises du CAC 40 français. Et le mois dernier, Larry Fink, le PDG de BlackRock, a envoyé une lettre à toutes les entreprises dont BlackRock est actionnaire. Cette lettre les encourageait à œuvrer pour le bien commun. Pourquoi? Parce que de façon très pragmatique, Larry Fink pense qu'une entreprise ne peut pas être pérenne, ne peut pas être durable, si elle ne montre pas qu'elle a un impact positif pour la société. Nous rentrons donc dans une nouvelle ère où les entreprises devront être responsables. Elles vont devoir inclure la responsabilité dans leur stratégie, dans leur vision, dans leurs objectifs. Alors voici mon bilan de l'industrie. Des entreprises qui sont en quête d'innovation, des entreprises qui ont du mal à retenir leurs talents et des entreprises qui doivent devenir responsables. Alors si au lieu de prendre ces problèmes, ces contraintes un par un, on se disait qu'il y avait une solution globale à ces trois contraintes. Si on essayait de repenser notre façon de faire de l'industrie. Einstein l'avait bien compris, il disait « On ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée que ce qu'il a engendré. » Alors, repensons l'industrie, et moi je vous propose cette idée, l'idée d'ingénierie positive. C'est-à-dire de concentrer sur la conception de produits qui améliorent la vie des personnes.
Et pourquoi est-ce que l'ingénierie positive, ça change notre façon de voir l'industrie? Parce que l'ingénierie positive, ça repose sur 3 piliers. Le premier, la rentabilité économique. Le deuxième, l'épanouissement des employés. Et le troisième, la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux. Et en fait, c'est la synergie de ces 3 piliers qui va créer de l'ingénierie positive. Si vous faites travailler des personnes sur un projet qui a du sens, qui améliore la société, vous aurez des personnes qui sont motivées et des personnes qui vont donner toute leur énergie pour créer de nouveaux produits, pour innover. Et ils vont innover quoi? Des produits qui vont résoudre des besoins en termes de survie, en termes de sécurité, donc des produits qui vont se vendre. En gros, l'ingénierie positive, c'est cette opportunité de rentrer dans ce cercle vertueux. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément mettre la technologie au cœur de notre société. Je dis qu'il faut faire preuve de cœur pour remettre l'humain et la planète au centre de la technologie. Et ça, c'est vraiment une nouvelle façon un peu d'aborder l'industrie, d'aborder l'ingénierie. Et si vous pensez que c'est peut-être impossible de faire de l'ingénierie positive, alors je vous renvoie un peu à votre jeunesse, à votre âme d'enfant. Et si je vous avais parlé de ça à l'époque, vous n'aurez pas dit que c'était impossible. Vous auriez trouvé ça logique. Même, vous vous seriez demandé pourquoi est-ce qu'on ferait autrement. Et j'ai pu faire une étude durant le temps où j'ai exploré l'ingénierie positive. C'est que 100% des personnes qui réussissent à faire de l'ingénierie positive sont des personnes qui ont essayé. Par exemple, si on prend Debbie. Debbie, au début, elle ne s'est pas dit « je vais créer la pompe la plus efficace au monde ». Ce qu'elle s'est dit, c'est comment faire pour aider les fermiers pour qu'ils passent moins de temps dans les champs et que leurs enfants puissent aller à l'école et ne pas travailler. Quand Daniel a démarré son entreprise, il n'a pas cherché à faire des drones qui pouvaient atteindre des hautes collines colombiennes. Il s'est demandé comment faire avec mon savoir-faire en aéronautique pour rendre accessible la santé à plus de monde. Et quand Cogni a développé ces nouvelles briques, il ne s'est pas dit que ça allait révolutionner l'industrie de la brique au Cambodge. Il s'est dit de quelle façon on peut créer un produit qui pourrait permettre que tous les Cambodgiens aient un toit. Et c'est d'ailleurs lui qui m'avait dit « L'innovation, ça commence par le cœur et ensuite le cerveau suit ». Alors, on est bien loin des process industriels. Vous imaginez, ça serait étape 1, écoutez votre cœur. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'ingénierie positive dans l'industrie? Et surtout, comment faire pour qu'on en ait plus? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut se mettre à inspirer les personnes. Leur montrer des exemples de projets qui marchent. Leur montrer que c'est possible de faire de l'ingénierie positive. Je me souviens, il y a quelques années, on était avec des amis ingénieurs en vacances. On regarde un documentaire qui parle des énergies carbone. Pendant 2 heures, le documentaire pointe du doigt l'industrie, explique notre consommation déraisonnée des énergies carbone et en gros nous montre comment on va droit dans le mur. Et c'est vrai qu'à la fin du documentaire, je me souviens, on était tous un peu en position fétale et on avait envie d'attendre la fin du monde. Donc, je pense que c'est bien de parler des problèmes. Il faut parler du problème. Par contre, il faut aussi montrer des solutions, des exemples qui fonctionnent, qui marchent, que ce soit dans les médias, dans l'école, dans les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps d'un Steve Jobs et qu'on ne parle pas d'une Debbie, d'un Daniel ou d'un Cogni? Des personnes tout aussi inspirantes, des personnes tout aussi ingénieuses. Alors voilà, déjà commencez par inspirer les personnes, parce qu'au plus de personnes seront inspirées, au plus de vocations seront créées. Une fois qu'on a inspiré ces personnes, qu'on leur a donné l'envie de faire de l'ingénierie positive, il faut les former à faire de l'ingénierie positive. Alors souvent, un des blocages pour faire de l'ingénierie positive, c'est de se dire j'ai pas l'idée d'une innovation technologique qui pourrait changer le monde. Alors je vais vous rassurer tout de suite, la technique, c'est seulement une petite partie
d'un projet. Le reste, c'est vraiment comprendre le besoin, comprendre ses utilisateurs, essayer d'être en proximité avec la société. Et c'est vraiment ça qui va faire la réussite d'un projet d'ingénierie positive. C'est plus vos compétences humaines, votre savoir-être, qui va primer sur votre technologie. Et puis après, certains pensent que faire de l'ingénierie positive, c'est simple, que c'est une histoire de bonne volonté. Ce n'est pas que de la bonne volonté. C'est même plus compliqué qu'un projet d'ingénierie normal, car il faut avoir une vision globale de son produit. Il faut pouvoir analyser tout son cycle de vie, pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut changer la conception, la production, la distribution, inventer de nouveaux modèles. C'est par exemple comprendre comment, quand on développe un produit en open source, on a des risques vis-à-vis de brevets, mais que de l'autre côté, on peut se créer une communauté qui va être fidèle à son produit. Ou se dire comment, quand on va concevoir un produit de façon modulaire, il sera du coup plus facilement recyclable une fois en fin de vie. C'est une nouvelle façon de réfléchir, c'est une nouvelle façon de concevoir des produits. On doit les apprendre. Alors, vous en apprendrez une partie en école d'ingénieur, mais il faut être plus curieux que ça. Il faut être curieux, s'informer, se former, aller à l'extérieur. Parce que finalement, ce n'est pas que sur les bancs de l'école que vous allez apprendre. Et le troisième point, pour faire de l'ingénierie positive, il faut qu'il y ait des gens qui fassent de l'ingénierie positive, qui arrivent à passer à l'action. Il faut déjà qu'on encourage ces personnes à pouvoir passer à l'action. Et pour cela, il y a un ingrédient, un élément qui est indispensable, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'on a toujours cette image de l'industrie qui est très compétitive, où on doit breveter ses solutions. Vous imaginez, dans mon ancien poste, en 1 an, j'avais déjà 2 brevets à mon nom. Mais en fait, quand j'ai quitté mon job, j'ai commencé à traîner dans des lieux comme des Fab Labs, des incubateurs, des entreprises de l'économie sociale solidaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un monde qui était bienveillant, où on ne parlait pas que de rentabilité, mais aussi d'impact. Et dans les entreprises aussi, ça commence à changer, on va parler d'open innovation, d'innovation ouverte. C'est-à-dire qu'on fait sortir la R&D des entreprises pour que start-up, écoles, labos, citoyens et entreprises travaillent ensemble. Et finalement, on ne va même plus parler d'entreprise, mais on va parler de communauté, on va parler de tribus. C'est-à-dire des groupes d'innovateurs qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent concevoir des produits qui vont dans le bon sens. Et ça, nous pouvons tous en faire partie. Alors, je vous invite à saisir cette opportunité d'entrer dans l'ingénierie positive. La technologie n'est pas bonne ou mauvaise. La technologie, c'est ce que nous voulons en faire. Alors, quand vous penserez à l'ingénierie positive, ne vous dites pas que c'est quelque chose de naïf. Dites-vous que c'est notre opportunité de réenchanter l'industrie. Merci.